Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre magazine Éco-Débat consacré à l'actualité économique sur le continent. On l'a appris il y a quelques jours, une tentative de coup d'État a été déjouée au Burkina Faso selon les autorités de Ouagadougou. De nouvelles mesures sont donc prises pour renforcer la sécurité intérieure. Au Niger, la situation est encore lourde. L'ambassadeur de France a finalement été rappelé par Paris. Burkina Faso, Niger, Mali, Guinée, récemment le Gabon. Les pays africains n'en finissent pas avec les coups d'État et leurs corollaires, sanctions économiques portées par les États partenaires, restructuration de l'économie locale, inflation. Quels impacts concrets sur la sous-région? Décryptage de la situation dans la sous-région ouest-africaine avec nos invités du jour. Serge Patrick de Souza, consultant politique. Merci d'être avec nous. Merci, M. Soumarou. Et avec nous ici en studio, M. Broukwakou Gérard. Vous êtes consultant en vie associative et engagement jeune. Merci d'être avec nous. Merci bien, Stéphane. Alors, messieurs, d'entrée de jeu, une situation politique sous-régionale assez dynamique, on va le dire. Comment est-ce que vous analysez un peu la vie politique et économique de la sous-région actuellement? La vie politique est dynamique. Elle est dynamique parce que, vous voyez, l'économie ne se sépare pas de la politique. Les deux vont de pair. Et toutes les sociétés se construisent autour d'une dynamique économique. D'ailleurs, nous sommes dans un monde qui est en perpétuelle mutation, mais par rapport aux différents mouvements économiques. Donc aujourd'hui, en Afrique, nous constatons évidemment qu'il y a une répétition de coups d'État qui se font connaître, et surtout au niveau de l'Afrique francophone. Donc vous voyez que la plupart des personnes ou des putschistes, ce sont des jeunes qui essaient d'apporter un regard, je vais dire, croisé sur la situation politique et économique de leurs différents pays. Et c'est le même discours qui est tenu. C'est-à-dire qu'il y a une mauvaise gestion de l'État, il y a une mauvaise prise de responsabilité des différents dirigeants qui sont élus démocratiquement. Et là encore, il y a la question aussi de la démocratie qui se fait ressentir. Donc il y a une sorte de réinvention de la dynamique sociale au niveau de la sous-région. Et je pense qu'il est important pour nous d'apporter ce regard de citoyens africains qui doit être objectif et qui doit aussi apporter des solutions, mais vraiment concrètes à la situation que nous vivons. Et donc, face à ce dynamisme-là, nous aurons l'occasion d'essayer de décrypter pour mieux comprendre les motivations et pourquoi pas essayer de trouver des points de justification de tout ce qui se passe. De tout ce qui se passe, et on voit un peu les populations à chaque coup de force, on voit les populations bien souvent saluer les nouvelles autorités dans ces pays. Elles estiment peut-être que leur situation va s'améliorer, mais au fil du temps, on voit dans les pays de la sous-région, les lignes bougent à peine. Est-ce que ces coups de force valent véritablement la peine? Et surtout vous, comment vous analysez la situation actuellement? L'adhésion plus ou moins relative des populations aux différents coups de force qui ont été observés dans la sous-région pourrait se justifier du fait de la léthargie, des situations de vie précaires dans lesquelles les populations vivent depuis, pour certains États, depuis l'accession à l'indépendance, depuis que la démocratie en marche, la démocratie en griffe et en marche dans ces États. Et donc, ils font un nouvel espoir dans la venue de ces putschistes. Et au fil du temps, du fait que les attentes sont longues, les putschistes n'arrivent pas à asseoir un modèle de gouvernance qui prenne en compte toutes les aspirations de ces populations-là. Faudrait-il intervenir sur la question de la durée de la transition? Les aspirations des populations est telle que dès la survenue des coups de force, ils espèrent un changement immédiat. Alors que les putschistes, quand ils arrivent, ils viennent pour répondre à un problème précis, un problème politique. Donc, ils n'arrivent pas immédiatement à mettre en place un modèle économique qui va impacter les différentes couches de la société. Donc, du coup, au fur et à mesure que le temps passe, les populations sont désillusionnées dans la majeure partie des cas. Mais bon, c'est encore trop tôt de faire des jugements sur ces différents coups de force. Donnons le temps au temps. Donner le temps au temps, mais est-ce que les Africains ont encore
toute cette possibilité encore tout ce temps? On sait généralement que quand un groupe, une junte arrive au pouvoir, il faut d'abord asseoir de nouvelles bases, faire l'état des lieux, tout ça c'est une perte de temps encore, alors que si la démocratie allait dans son cours, les choses allaient se faire plus rapidement. Effectivement. Et donc, en partant de ce constat dont Stéphane, tu viens d'énumérer, les coups de force n'ont pas forcément les résultats que les populations attendent dans l'immédiat. Un problème d'ordre politique survient, le coup d'État arrive pour essayer de réguler, mais ce coup d'État met à mal les politiques économiques qui étaient déjà en cours. Et donc, très souvent, les militaires, dans la plupart des coups d'État, les militaires, quand ils arrivent, ils n'ont pas ce bagage économique qui permet de développer et d'impacter immédiatement ces populations-là. Donc, voici un peu les raisons. Donc, moi, oui, je vais vous laisser rebondir, oui. Mais quand on arrive généralement à ce genre de coup d'État, une fois que la situation politique, on veut juste changer la direction du pays en place, est-ce que véritablement les putschistes, je prends ceux qui viennent au pouvoir, que ce soit par les armes ou par autres moyens, est-ce que ceux-là, les armes, ont eu le temps d'étudier et de proposer des solutions immédiates applicables? Alors déjà, il y a un principe qui est établi, c'est qu'on défend le coup d'État. Ce n'est pas bien, parce que nous sommes dans une société organisée, et la particularité des sociétés humaines, c'est parce qu'elles fonctionnent sur la base des valeurs, des principes. Et donc le coup d'État ne peut pas être ces principes-là, parce que tout le monde ne peut pas se mettre dans une gêne comme si on fait tout ce qu'on veut. Mais vous voyez, la société est comme le corps humain. Le corps humain réagit par rapport aux attaques, réagit par rapport à tout ce qu'il rencontre. Les coups d'État, généralement, interviennent sur des raisons précises. Je prends le cas du Mali. Il y avait un problème sécuritaire lié à la lutte contre le terrorisme. Et c'est cette raison-là qui a conduit des gens, des jeunes, à prendre les responsabilités. Quand ils arrivent, il y a une première réaction de la sous-région, parce qu'ils n'évitent pas en autarcie, on vit en communauté. Et cette première réaction, c'est de condamner et de prendre des mesures contraignantes, de sorte à ce qu'on puisse revenir de cette situation, je vais dire, qui n'est pas normale, à une situation normale, habituelle. Et ces putschistes, quand ils arrivent, le problème sécuritaire est posé. Ils s'intéressent au problème sécuritaire. Ce n'est pas une affaire de « je viens apporter un modèle économique pour que les populations vivent déjà au mieux ». Parce que la population souffre déjà. Quand vous voyez le Mali, le territoire du Mali, mais le Sahel, le désert, pratiquement 50% du territoire. Les gens vivent déjà mal. Regardez le Niger. C'est vrai qu'on crie comme on veut, mais on va créer le modèle économique, la croissance à 2 chiffres, mais dans la réalité, les populations souffrent. Alors justement, vous parlez de continuer de souffrir et c'est un constat réel. Mais quand on voit aussi des frontières fermées, telles mesures, sanctions économiques ici, est-ce que ces sanctions économiques impactent seulement les pays concernés par ces coups d'État ou même les pays partenaires? Quand on prend le cas du Burkina Faso, du Mali, est-ce que quand il y a une sanction contre le Mali, c'est que le Mali qui est sanctionné? Est-ce que la Côte d'Ivoire n'en pâtit pas? Est-ce que le Sénégal n'en pâtit pas? Est-ce que ce n'est pas des conséquences partagées à la fin? Bien évidemment, ce sont des conséquences partagées. Parce que ces pays, comme De Souza l'a dit, nous vivons dans une sous-région où nous sommes impactés, nous sommes liés par des échanges entre les différentes communautés, entre les différents pays. Et donc, quand on prend des décisions, des sanctions pour fermer des frontières à un État, cela empêche les denrées d'un État X à un État Y de pouvoir circuler. Donc, on peut aller plus loin. Les sanctions économiques même du Mali ont eu son impact sur l'économie ivoirienne parce que c'est plus de 400 milliards par an dont les sanctions ont fait perdre à la Côte d'Ivoire. Donc, ces sanctions ont un impact
dans la sous-région et pas forcément pour les pays qui sont en proie à ce coup d'État. Ces sanctions sont partagées. Et les conséquences sont partagées par ces pays-là. Et donc, il faut revoir le modèle de sanctions lorsque ces coups d'État interviennent, parce qu'on risque de se faire harakiri. Et aujourd'hui, l'inflation qui est observée dans la sous-région, dans les différents pays où il y a une stabilité politique, ces inflations sont également dues à ces produits d'exportation ou d'importation qui ont été interrompus par les sanctions économiques que ce soit de l'UEMOA ou de la CEDEAO. Et ça, c'est une question un peu institutionnelle. On sait par exemple que les pays de l'UEMOA sont tous réunis au sein d'une organisation, soit économique, soit monétaire et autres. Quand on a une sanction contre le Mali, par exemple, le Mali qui fait partie de l'UEMOA, il y a des cotisations que chaque pays fait au niveau de l'organisation. Est-ce qu'une fois que le Mali est sanctionné, est retiré de la CEDEAO, est retiré de l'UEMOA, de la constitution de l'UEMOA en griffe, est-ce que ce n'est pas l'UEMOA ou la CEDEAO qui perd quelque chose, ces cotisations, ces contributions du pays? Déjà, ils ne sont pas retirés parce qu'il y a des engagements qui sont suspendus. Ils sont suspendus. D'accord. Ils sont suspendus et vous voyez, on a un problème au niveau de l'Afrique, notamment au niveau de l'UEMOA. Nous ne sommes pas à 100% dépendants de nous-mêmes, nos propres capacités économiques. L'Afrique, notamment, je vais prendre l'Afrique subsaharienne, on vit de ce qu'on appelle l'aide internationale au développement. Mais l'aide internationale au développement, là, c'est tous ces partenaires économiques extérieurs qui viennent renforcer les caisses de l'UEMOA, renforcer les caisses de la BCAO, renforcer les caisses de la CEDEAO. C'est un peu cela, sinon. La Côte d'Ivoire cotise combien? Le Ghana ou bien je vais dire le Mali, le Burkina cotisaient combien? Pour rendre l'UEMOA, les caisses de l'UEMOA tellement fortes au point où on va dire que si le Mali se retire, il aurait un impact économique. En fait, c'est pas ça. En 2018, il y a un concept qui est né de la Chine. On appelle ça la communauté des destins communs. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est dans un monde où on ne peut plus vivre, évoluer seul. Nous sommes obligés d'évoluer avec tout le monde. Et la diversité des partenariats est une alternative à ce genre de questions. Parce que quand on dit on suspend le Mali, mais la cotisation du Mali représente combien de pourcents au niveau de l'UEMOA? Non. Il y a toujours les partenaires économiques qui continuent de financer les activités économiques des différents États de l'UEMOA. Il appartient donc au Mali de diversifier ses partenaires, puisque au niveau de l'UEMOA, on me suspend, mais je me tourne ailleurs. C'est pourquoi vous voyez qu'il y a eu la crise qu'il y a eu entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Les frontières étaient fermées, mais la Côte d'Ivoire dit non, même si les frontières sont fermées, mais il y a des denrées alimentaires, il y a des spéculations qu'on ne doit pas empêcher de faire venir en Côte d'Ivoire, parce qu'on dépend de cela. Mais aussi, il y avait d'autres ports qui se sont fait ouverts pour le Mali transitait ailleurs. Il y a eu la question du BRICS. On a vu comment la Russie a pris toute sa place en tant que partenaire au niveau du Mali, au Burkina et peut-être au Niger. Je dis peut-être parce qu'on observe. Mais je vais dire que finalement, le fait qu'on suspende un État ne peut pas avoir d'impact sur l'UEMOA. Mais l'impact vient de ce que nous sommes tous des partenaires dans la communauté. Et le Mali qui représente pratiquement 40% en termes d'échanges économiques entre la Côte d'Ivoire. Si nous fermons, ou même il y a un problème de sanctions qui doit se faire de sorte à ce qu'on limite nos partenariats, mais l'impact se fait ressentir sur tout ce qui est sur nous. Parce que le Mali, tant qu'il y a une ouverture vers la Guinée, mais le Mali va vendre ses produits. Voilà, ça n'a pas empêché les Maliens d'acheter des armes. Ça n'a pas empêché les Maliens d'acquérir des drones pour lutter contre le terrorisme. Mais moi, je pense que le problème à ce niveau, c'est de pouvoir redéfinir nos valeurs démocratiques. Parce que l'économie en question, la valeur de l'économie, comme j'ai dit, c'est de s'assurer que les populations puissent vivre mieux. On ne ressent pas. On ne ressent pas, peut-être que les populations puissent vivre mieux. Vous avez parlé tout à l'heure dans vos propos de partenaires, diversifier ces partenariats. Est-ce que justement ces crises, ces coups de force que nous voyons ne sont pas des situations sollicitées ou mobilisées par d'autres partenaires extérieurs au développement, autres que les partenaires traditionnels des pays ouest-africains? Parce qu'on a vu beaucoup le cas de la Russie. Je prends le cas de la Russie. Quand on va au Mali, au Burkina, la Russie mais vraiment être un peu comme la solution. Est-ce que ce n'est pas des partenaires extérieurs qui suscitent ce genre de situation?
Je pense même, avant même que les partenaires extérieurs puissent intervenir, il y a déjà le problème, il y a des problèmes qui sont observés dans les différents États. Et certainement, on pourrait le dire, que des partenaires pourraient jouer sur ces problèmes-là pour pouvoir apporter leur parrainage à tel coup de force ou pas. Mais ce qu'il faudrait retenir, c'est que un coup de force, un coup d'État dans un État a des origines. Il y a forcément des origines. Il y a forcément des causes, des conséquences. Il faudra les étudier avant de pouvoir se pencher sur la question de parrainage au niveau de la Russie, de la Chine, etc., etc. Voilà. Il y a forcément des situations que les dirigeants en interne créent. Quand on prend la question de la Guinée, la question du mandat forcé de l'ancien président est l'une des causes sur lesquelles la JET à faire le coup d'État est venue. Et on pourrait dire, aujourd'hui, la Guinée, elle est ouverte à tous les bailleurs de fonds qui ont envie d'investir au niveau de ce territoire-là. Donc, on pourrait répondre à ta question avec beaucoup de relativité. Certes, aujourd'hui, il faut le constater, les partenaires traditionnels de ces États, qui est la Grande France, aujourd'hui a perdu du terrain à cause de sa politique qui est mise à mal et ressentie doublement sur les populations, parce que c'est un partenariat qui bénéficie à que la France, ça il faut pouvoir le dire, un partenariat qui bénéficie à la France parce que les populations n'arrivent pas à ressentir depuis l'année des indépendances, depuis 1960, où les indépendances ont été acquises par ces États, au niveau même de la dynamique économique et sociale dans ces différents pays. Je peux vous dire, quand vous partez à Bamako, vous partez dans ces différents États, la précarité des populations, elle est créée, et c'est tous ces aspects-là qui font que lorsqu'il y a un coup d'État, les populations espèrent qu'il y a un ordre qui va changer, un ordre qui va venir se pencher réellement sur leur situation. Quand on parle d'un ordre nouveau, on parle de précarité, on voit par exemple la situation au Niger, le Niger qui fournit quand même une grande part de l'uranium dont certains pays européens utilisent pour leur propre énergie, et le Niger, on voit, mais manque de couverture en électricité. Au lieu d'indexer tel, est-ce que ce n'est pas les dirigeants même de ces États qui doivent prendre eux-mêmes leurs responsabilités? On voit l'Afrique avec toutes ses matières premières, et Dieu merci, on entend beaucoup dans le discours des chefs d'État présentement la transformation. Est-ce qu'aujourd'hui, en griffe, ces coups de force qu'on a vus ces dernières années, ce n'est pas un dernier signal, une alarme pour nous dire il est temps de passer à autre chose? Oui, souvent, ce genre de coups de force sont des réactions du ressenti profond des populations. Parce que, en fin de compte, je ne vois pas une population sortie sans le soutien de l'armée et puis pouvoir réussir un coup d'État. Non. Vous voyez, c'est quand même grave qu'au Niger, qui représente, vous savez que le deuxième producteur mondial de l'uranium, puisse avoir un problème d'électricité. C'est inouï. Regardez dans le Nord Kivu, par exemple, au Congo, le niveau de vie des populations là-bas, mais c'est grave. On prend l'exemple du M23, mais avant que le M23 s'est éteint à un moment donné. Dans cette période-là, l'évolution de la qualité de vie des populations là-bas, c'était comment? Voici la réalité. En Côte d'Ivoire, on produit le cacao. Premier producteur mondial du cacao, mondial. La qualité de vie, c'est quoi? Comparé au modèle du Qatar. Vous avez vu. Eux-mêmes, ils ont pris la responsabilité de produire même leur propre pétrole, de le raffiner et de l'exporter. Mais pendant que les Qataris étaient en train de réfléchir à cela, mais on traitait les dirigeants qataris de fous, ils ne pouvaient pas réussir ça. Mais c'était un pari. C'était un pari. Je veux dire, il y a des modèles. Il y a des modèles économiques, il y a des modèles d'initiatives qu'il faut pouvoir copier. Mais le problème en Afrique subsaharienne, c'est quoi? C'est que c'est le poids de l'histoire
qui continuent de nous mettre quand même dans ce cercle vicieux-là. Le poids de l'histoire est dû au fait que, et j'ai dit à l'entame, que regardez, la plupart des États où il y a le coup d'État sont des États francophones qui ont leur destin lié à la France-Afrique. Ça, c'est une réalité. Et c'est pas moi qui le dis. Quand vous allez aujourd'hui dans le Parlement français, vous partez dans les espaces et débats français, mais ça revient. C'est l'histoire qui fait qu'aujourd'hui, on a du mal à s'en sortir. Et toutes les fois qu'il y a des personnes qui auront le courage d'en dire plus dessus, mais vous allez voir que le problème va persister, de dire qu'ils ne sont pas bien, ils sont bien, ils ne sont pas bien. Sinon, au Tchad, est-ce qu'on n'a pas assisté à un coup d'État? Mais comment se fait-il que c'est le président tchadien qui va se constituer un médiateur pour venir régler un problème où on critique un autre coup d'État là-bas? Mais je vais dire, c'est le monde. C'est que les gens oublient. Et il faudrait que les Africains comprennent. Aucun État ne vient faire la charité pour un peuple alors que ce dernier-là a achat de son peuple. Non, c'est impossible. Donc, on n'est pas dans un monde de charité. On est dans un monde d'intérêt où la responsabilité de chaque État, la responsabilité de chaque administration est de s'assurer de sorte à ce que les populations vivent vraiment de leurs ressources. Les populations vivent au mieux de ce que leurs ressources leur donnent, de ce que leurs compétences, leurs qualités leur donnent. En Côte d'Ivoire, on a connu ce qu'on appelle le miracle ivoirien. Mais le miracle ivoirien est dû à quoi? À une forme de structuration économique qui a bénéficié aux Ivoiriens. Parce que la plupart des initiatives agricoles, des activités agricoles, c'est entre les mains de la Côte d'Ivoire. Après la caisse table qu'on a fait, après qu'il y ait le miracle, s'est éteint tout et tout, la caisse table qui s'occupait du cacao est tombée. On a vu quoi encore? Jusqu'à aujourd'hui, les Ivoiriens continuent de ne même pas bénéficier de leur chocolat. Voilà. Donc je vais dire que, je termine là pour dire que, au final, le problème, c'est que le signal est donné depuis longtemps. C'est pas la première fois que nous voyons ce genre de révolution. Et vous voyez sur les réseaux sociaux, mais il y a un flux de personnes qui critiquent, des cyberactivistes, des blogueurs qui critiquent à répétition, à répétition. Les seules choses qui retentissent, ce sont les coups d'État. Sinon, quand on regarde, il ne se passe pas une seconde sans que sur un média social, il n'y ait pas quelqu'un qui critique une situation qui soit illégale, qui soit inéquitable ou qui soit préjudiciable pour la qualité de vie des populations. Voilà la réalité. Une réalité un peu difficile à tenir, messieurs, une demi-heure, comme je le dis toujours, c'est insuffisant pour épuiser toutes ces questions, tous ces dossiers. Alors pour vous, si on devait retenir quelque chose, déjà, nous savons que les coups d'État sont à condamner, il n'y a pas de discussion à ce niveau, mais concernant la progression, l'évolution de l'économie locale dans la sous-région, quelle perspective pour vous et quelles leçons tirer? D'abord, il faut condamner les coups d'État. Il ne faut pas faire l'apologie. Pour nous les jeunes qui aspirons demain à vivre dans une société plus démocratique, cette accession au pouvoir par les armes doit être proscrite de notre démarche. Par la suite, le modèle économique, aujourd'hui la Côte d'Ivoire, c'est un modèle économique basé sur un budget programme qui fait intervenir les partenaires extérieurs et les recettes au niveau interne et tout ça. Et je vais revenir rapidement sur un pan au niveau des coups d'État. Les pays sont fermés à l'extérieur et n'ont plus d'aide au développement, mais ils arrivent à payer les salaires des fonctionnaires, etc. Mais cela est dû au fait qu'il y a une résilience au niveau de la population. Ils acceptent de travailler et les recettes propres des États-là arrivent à subvenir aux besoins primaires. Mais ce sont les différents programmes de développement qui sont mis à mal du fait de ces coups d'État-là. Donc, la précarité dans ces États-là pourrait perdurer selon la durée de la transition qui est mise en place. Et pour terminer au niveau des perspectives économiques de la sous-région, il va falloir développer un système d'ouverture et revoir le modèle de sanctions lorsqu'intervient un coup d'État dans l'espace de sous-régional. Parce que les sanctions impactent certes les pays, les fauteurs de coups d'État, mais également ça a un impact au niveau de la sous-région. Donc il faut revoir
il faut revoir les modes de sanctions afin que les populations soient épargnées par ces sanctions, afin que la sous-région ne soit pas impactée aussi négativement par ces sanctions. Donc il faut s'ouvrir, appeler à plus de partenaires. Il faut que les États réussissent à aller à la transformation des produits de matières premières qui sont exportés à travers les grandes puissances qui ont, eux, la latitude de les transformer, d'apporter une plus-value et de gagner plus. Nous appelons à ce que les gouvernants puissent aller au-delà en transformant avec le modèle, comme De Souza l'a dit, le modèle qatari. Il faudrait que nos gouvernants dans la sous-région ici puissent avoir cette politique de transformation de nos produits de matières premières avant de les vendre sur le marché. Cela va apporter des plus-values qui vont nous permettre d'être un peu indépendants des différentes aides et des différents crédits que les différents États s'orientent là-dessus. Donc, pour terminer, ce que j'avais à dire. Merci en tout cas, M. Brokwa Koujera. Je rappelle que vous êtes consultant en vie associative et engagement jeune. Avec vous, nous étions avec M. Serge Patrick de Souza, consultant politique. Messieurs, merci en tout cas de votre contribution. Nous avons abordé l'économie sous-régionale ouest-africaine à l'épreuve des coups de force et on le retient, ouverture, partenariat et surtout transformation de l'économie locale. Mesdames et messieurs, c'est ici que se referme cette émission. Vous pouvez la retrouver sur notre site internet www.mediantv.com. Agréable suite de programme sur nos antennes.